Pignan, c'est un village de plaine ombragé à proximité du massif des Morts, rafraîchi par de nombreuses fontaines, 16 au total. La mairie date de 1683, c'est la maison natale du tueur de Lyon, et son église date du XVIIe siècle. Ses artisans, ébénistes, charogners et surtout sa fabrique de bouchons. La société Mélan-Moutet, qui existe depuis 1932, a fait la fabrication de bouchons liège, du départ du liège, aussi bien du liège du Var que du liège d'Algérie. Et actuellement, nous faisons surtout la fabrication soit au Maroc, soit au Portugal. Et nous effectuons ici les contrôles, aussi bien en laboratoire, comme vous avez pu le voir, en dimension, en degré d'humidité. Et les deux importantes opérations qui sont demandées au fur et à mesure par la clientèle, qui sont le marquage, le paraffinage, le siliconage et l'emballage. Ces opérations que nous maintenons en France pour livrer très rapidement la clientèle qui nous demande malheureusement souvent du jour au lendemain de pouvoir les livrer. Vous avez remarqué que ce sont des opérations qui sont très artisanales, encore où l'œil humain a besoin de faire le contrôle des choix, de la qualité, des dimensions, du degré d'humidité comme nous avons dit, le marquage en lui-même et le siliconage qui est adapté, comme le paraffinage, à chaque matériel, pratiquement à chaque client, selon la rapidité du groupe d'embouteillage qui peut aller de 3000 jusqu'à 12 000. Actuellement, nous avons le bouchon naturel, c'est-à-dire vraiment brut de fabrication, à part le lavage, évidemment, obligatoirement, et la désinfection. Ensuite, le bouchon colmaté, c'est-à-dire on prend le bouchon naturel et on colmate le bouchon en lui mettant de la poudre de liège et de la colle pour améliorer la présentation, donc il se fait surtout dans des qualités plus faibles. Et le bouchon aggloméré, qui est un bouchon fabriqué avec des morceaux de liège qui sont en granulés et sur lequel on rajoute de la colle, qui est un bouchon certainement qui fait moins de temps de bouchage. On le conseille maximum 6 mois de mise en bouteille, mais qui a l'avantage d'être moins cher qu'un bouchon naturel ou qu'un bouchon colmaté. Alors les bouchons plastiques, la Société française du liège a fabriqué des bouchons plastiques. C'est toujours en recherche, mais aujourd'hui, le bouchon naturel n'a encore pas pu être remplacé par un bouchon synthétique. Il apporte l'avantage de pouvoir bien boucher par les cellules qui sont hermétiques et avec quand même une osmose avec l'air qui donne une parfaite conservation sur le vin, chose que nous ne sommes pas arrivés aujourd'hui encore à faire avec un bouchon plastique. Trigance, ces maisons en forme de rempart datant du XIIe et XVIe siècle. Passage voûté, linteaux à motifs, ruelles en escalier, ancienne demeure, les meules de pierre écrasent le blé. Et ça grince, et ça vibre, et ça vit coquin de sort, et la farine coule fluide et naturelle. Ici, chez le boulanger, c'est un peu l'histoire des hommes. Découvrir un pain de campagne à l'ancienne, cuit au feu de bois, sur le levain. Oh, boulanger, alors, que me dies? Sauvamen, le pain, la plus précieuse des denrées. Les gros pains ou méjeans pèsent plus d'1 kilo. À la croûte molle, à la mie blonde, on le conservait sur une étagère dans un grand sac de toile blanche ou dans une panetière dans les maisons les plus riches. Aujourd'hui, le pain est devenu un accessoire. C'est le pain qui fait grossir et patin et couffin. Combien de générations il a sauvé ce pain? Rôti en tranches, saupoudré de sucre et arrosé de vin. Quel goûter! Rôti pour l'enchoyade, trempé dans des œufs battus, en panade, en soupe de pain cuit, aïe aïe aïe. Mais chut, regardons et écoutons Mestre et Boulanger de Trigance. C'est des margarines qui sont utilisées, qui fondent pas, vous voyez, qui servent à faire le feuilleté. Vous voyez, c'est très dur.
Et elle pousse à toute vitesse aussi. Hein. Le sel a tendance à freiner la fermentation. Voilà, encore un coup, et c'est bon. Donc on taper les feuilles. Colle trop. On va les mettre devant le four aussi pour que ça gonfle parce que ça a besoin de température. Voilà. Alors, je mets les mains là-dedans. Tout beau travail. Écrasé. Voilà. Hop, on met ça là-dedans. C'est bon. Alors, hein, avec un bout de papier comme ça, on fait démarrer. Voilà. Bon, alors je prends un petit bout de bois pour le pousser. Ouais, Bon, il est resté là toute la nuit, donc il est prêt à... Il s'enflamme comme du... Bon, c'est mieux parce qu'il est trop chaud. J'en vais jusqu'à ce que je sente que ça va pas tomber plus loin. Là, ça... Alors voilà, elle fait une espèce d'enveloppe en 3 morceaux comme ça. Et qu'on roule. Top. Ça, c'est la colle à affiche. Voilà, allez, c'est très beau ça. Pas mal de noyaux d'huile, de florage. Il est beaucoup trop chaud. Ensuite, j'attrape ce côté, je soulève, et hop, on tourne, on touche, et on étale. Voilà. Le froid il est toujours assez chaud, mais cet outil ça s'appelle un ringard. Hein. La serpillière que je vais passer c'est les couvillons, les scoobs. C'est quand même assez empirique, hein, comme ça ne coule pas, ça ne coule pas. Là c'est le ballon. Juste encore un truc, et puis on vous libère. Directement dans le pétrin. Oui, bah... Ça commence déjà à cuire. Ouais, au fond, là-bas. Mais je sais pas quelle couleur. c'est un méthode de plomb, c'est pour qu'il reste sale. Il y a le petit Jésus, le pilote de jour. Bien piqué. Je suis parti à 9h, il est 10h. Je vais en sortir encore.
sans brûler. Et voilà. Allez, au revoir Hugo. Alors, 2 croissants et un peu de chocolat. Voilà, 2 croissants un peu. Ils sont bons ce matin. Merci. Hein, tu reviendras tout à l'heure. Ah oui. Ça va, on a bien Parce que Qu'est-ce qu'il vous faut, ouais. je voudrais la chair, une boule. Toujours dans le département du Var, un charmant petit village du centre Var, non loin de Saint-Maximin et un peu plus loin que Brignoles, Brasse, avec un forgeron extraordinaire dans ce village de Bras, Monsieur Roger Barre. Bonjour, vous allez nous expliquer la réalisation de ce matin, comment vous avez réalisé ces 2 articles. Bon, ben là, on a réalisé une volute en fer plat de 20 par 14. On a fait un noyau au départ et cette volute peut servir pour ornementer un portail ou une grille d'intérieur, grille d'escalier ou toute autre chose. Ça peut partir même sur un lustre, sur des appliques, des trucs comme ça. Alors, 2e article, c'est la fleur de lys. Alors là, c'est une peinture. On a taillé une fleur de lys au départ et bien sûr, on a fait l'œil pour la peinture. Et tout ceci va sur une porte, sur un portail, sur beaucoup d'articles. Ça peut aller sur beaucoup de choses. Disons. Non, là, ce sont des articles assez faciles à réaliser, mais il arrive pour faire une ou 2 volutes, comme vous verrez tout à l'heure, il faut passer 8 heures de rang pour faire 2 volutes qui iront dans un placement bien précis. Et là, ça demande beaucoup plus de dextérité, disons. Le marteau, l'enclume et le feu. Voilà. D'ailleurs, rien qu'avec ces éléments, on doit pouvoir tout réaliser normalement. Sans aucune soudure, comme je n'emploie pas la soudure, on emploie normalement rien que ces articles-là. Et il est vrai que maintenant, on est obligé, pour aller un peu plus vite dans le temps, de céder un peu de perceuse ou de matériel comme ceci. Mais en fait, on pourrait le réaliser tout à la fois, avec l'enclume et le marteau, tout ça. Comment on devient forgeron, Monsieur Barre? Ah ben moi, c'est-à-dire, j'ai eu la chance, c'est mon père qui m'a appris le métier tout jeune. Et bon, ben, hélas, il est parti un peu trop tôt. Et je me suis débrouillé après tout seul. Et on apprend vraiment sur le tas après. Le marteau et l'enclume, c'est le meilleur des professeurs. Votre père était maréchal ferrant, sans doute? Mon père avait une formation de forgeron, de forgeron, et il n'avait pas que cette formation-là. Et il m'a appris le soir, pour m'amuser, quoi, disons, le soir, nous faisions ça le soir, et ça m'a intéressé, et j'ai continué là-dedans. Monsieur Roger Barre, donc il y a bien une différence entre le maréchal ferrant et le forgeron. On n'est pas obligatoirement maréchal ferrant et forgeron. Non, le maréchal ferrant, c'est le monsieur qui va ferrer le cheval, qui va faire un fer à cheval et le ferrer et travailler sur la bête. Hein. C'est-à-dire qu'un forgeron, lui, il aura normalement la capacité de faire le fer à cheval, de faire un portail, de faire toute autre chose. Alors un forgeron, il est aussi dessinateur? Oui, un ferronnier d'art, oui, normalement il dessine, et il faut qu'il présente au client quelques ébauches de travail, quelques schémas, et puis après là-dessus on développe, parce que les clients ne sont pas forcément du même avis que vous sur les dessins, et on va dans le sens du client en général. Ces grilles sont faites exactement comme à l'origine, c'est-à-dire que le fer est traversé, ensuite rivé, voyez, et tout est fait comme au Moyen-Âge si vous voulez. L'ornement tient par la bague centrale, et tout est réalisé comme à l'origine, je crois. Mais moi, disons que je n'emploie absolument aucune soudure. Donc à partir du moment où il n'y a aucune soudure sur la pièce, peut-être ça vient de chez moi. C'est signé, quoi. Par là, c'est déjà une signature. Il y a certainement d'autres personnes qui le font, mais c'est assez rare déjà.
Maître Maurice, le plus vieux cordonnier de Toulon, dans un quartier qui a vécu, dans un quartier qui est en train de renaître, un peu comme vos chaussures entre vos mains. Voilà. Maître Maurice, quelles sont les origines du cordonnier? Alors ça remonte très très loin, parce qu'à l'époque, ils faisaient les spartiates qu'on appelait là. Mais ça, je crois que c'est un des plus vieux métiers du monde. Hein. Depuis que le monté existe, depuis que les gens ont porté des trucs, ça a été fait à la main quoi, à l'époque, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien du tout. J'ai commencé à faire le cordonnier en 1942. Alors j'avais 14 ans et j'ai fait l'apprenti chez mon père qui était ici en face là. De 1932 jusqu'en 1952, mon père était là. Après moi, j'ai fait l'apprenti chez lui pendant 2 ou 3 mois. Et puis je suis parti travailler à Brunet dans la famille Malfato. Et après, chez un des fils de Malfato à Saint-Jean-du-Var. J'ai travaillé 8 ans pour eux. Mais alors là, on apprenait réellement ce que c'était que la chaussure. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'ouvriers qui venaient d'Italie. Il y avait un Yougoslave aussi, il y avait pas mal, ils faisaient les bottes sur mesure et tout à l'époque. Donc ça fait que c'était réellement, on a beaucoup appris, surtout quand on part un peu comme ça, un peu comme le compagnonnage. Mais là, sans partir, vu qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui passaient, on arrivait à apprendre beaucoup de choses. Hein. Et à quoi on doit la disparition donc de l'artisan cordonnier? Premièrement, parce que il y a beaucoup de, surtout dans la chaussure, il y a beaucoup de fabrications qui sont pas chères. Alors il y a beaucoup de personnes, bon oui, il y a toujours la personne qui achète une belle paire de chaussures et qui les fait ranger, comme c'est celui-là. Ou alors là, voilà, ça c'est un ressemblage que je vais faire cousu à la main. Alors ça c'est des chaussures qui méritent d'être faites. Mais si c'est des chaussures ordinaires et qui valent pas le coup, alors moi je le dis de suite, c'est pas la peine de les faire. Pour ça il y a beaucoup de... Avant, bon, ils faisaient les soldes 1 fois par an, maintenant c'est toute l'année, vous avez les soldes, des trucs abordables. Voilà. Quels sont vos outils avec lesquels vous travaillez le plus? Ben, le tranché, le marteau, la tenaille, voilà. Vous pouvez nous montrer un petit peu ces outils là? Le tranché, voilà. C'est ce que vous servez le plus? Ça c'est des tranchés que je me suis fait moi. Parce que maintenant pour acheter un tranché comme ça, vous savez combien ça vaut? Presque 100 francs. Alors moi c'était un copain qui m'a donné des vieilles lames de scie en acier suédois. Et ça fait que je me fais le trancher moi-même, je vais faire voir. Là, il faut que je les dégrossisse. Là, après, je vais les donner à aiguiser. Mais là, je les ai dégrossis à la tronçonneuse, c'est de lame de scie. Alors ça, vous vous rendez compte, un jeune qui s'installe, il faut déjà 100 francs pour un trancher. Là, quel est votre plus vieil outil du le cordonnier? plus vieux, c'est ça, voilà, c'est une haleine de cordonnier. Celui-là, il est encore plus vieux. Ah. Ouais. À l'époque, il y avait beaucoup de cordonniers, mais à l'époque, les cordonniers, c'était ceux qui étaient handicapés, qui faisaient un métier comme ça de cordonnier. Alors, ils étaient très petits, alors ça fait qu'ils étaient très bas, mais moi, il a fallu que j'y mette ça plus haut, pour être à la hauteur des genoux, pour travailler. Voilà. Mais celui-là, il doit avoir pas loin de 100 ans. Hein. Alors, ça doit dater avant la guerre de 14, hein, certainement. Alors, quel avenir pour le cordonnier à Toulon? Ça sera très dur. Très très dur, c'est-à-dire premièrement pour tenir le coup, il faut faire du bon travail et il ne faut pas regarder le temps qu'on passe sur les chaussures parce qu'il y a des trucs qu'on fait plus vite, d'autres plus doucement. Ce qu'il y a, il faut que le client il soit content. S'il revient moins souvent, c'est que les chaussures tiennent le coup. Hein, et c'est ça le principal, il faut faire du bon boulot. Mais c'est très très dur, hein, très dur, parce qu'il y a beaucoup de frais et tant qu'on ne prend pas en compte un petit peu le social pour les jeunes, pour s'installer et tout, il y a trop de trucs à payer, hein, ils n'arriveront pas à tenir le coup. Justement, ça nous amène aux jeunes, c'est-à-dire, bon, quel avenir il y en a beaucoup qui veulent apprendre le métier, moi comme il y en a qui viennent me demander et tout, mais c'est des indurs en erreur, comment ils vont faire pour tenir le coup? Il y a des motivations chez les jeunes pour le cordonnier? Oui, il y en a pas mal qui viennent me demander si je les embaucherai ou... Là, mais c'est trop dur maintenant. Moi, il y a beaucoup de cordonniers à Toulon qui se sont installés, mais combien ils ont tenu? Ils ont tenu 1 an. Quand ils ont commencé à recevoir pour payer, ils ont tout laissé tomber. Ils sont prêts, les jeunes, à retravailler là, dans cette matière-là, à remettre les chaussures en état? Il y en a qui aimeraient le faire. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Il y a des régions qui se prêtent plus au métier de cordonnier que d'autres? Oui, beaucoup plus. Et les endroits où il pleut, les gens ils font beaucoup arranger. Hein. Ah. Pour ranger, puis... C'est vrai que nous, à l'origine, on est plutôt pieds nus ici. Voilà, et puis c'est pas ça, il y a beaucoup de baskets maintenant, ça a été la mort des cordonniers. Hein.
Vous êtes bien dans votre métier? Ben oui, ouais, ma foi, il faut que ça plaise. Si ça ne plaît pas, on ne peut pas faire le cordonnier. Il faut avoir beaucoup de patience Et une très forte philosophie. Consacrer beaucoup de temps à tout le monde. Voilà, on est là pour ça. Hein. Voilà. Il ne faut pas regarder de dire, bon, je vais gagner ici, je vais gagner là. Quand on arrive à se maintenir dans le bain, eh bien, il faut être content. Hein. Parce que l'heure aujourd'hui, c'est très très dur. Vous pouvez rentrer, chef. Ça y est. Ouais. On va avoir envie de le payer. Hein. Ah, mais ça ne passait pas. Ouais. Du coup, je fais la, Bon compte pour les bonnes amies. je fais l'acheter des boules. Barjol en provençal, joli bar, joli rocher. Son église fut bâtie en 1014, Notre-Dame de l'Espine, avec tout autour ses ruelles pentues et étroites, ses passages voûtés, remparts et portes défensives. À découvrir ses artisans de céramique et surtout, Monsieur Marius Fabre, 86 ans, fabricant de fifres et de tambourins que nous allons rencontrer. Mon père était menuisier ébéniste. Et c'était un excellent ouvrier, un excellent... Alors j'ai appris le métier avec lui, pas vrai, à l'époque on travaillait à la main, bien entendu. Alors j'étais passionné, bien entendu, par le travail du bois. J'étais ensuite passionné extrêmement de musique. Étant tout à fait petit, tout petit, je dressais l'oreille quand j'entendais une musique. Et j'avais toujours un couteau dans la poche. Et alors je taillais des roseaux, je fabriquais des instruments et je voulais des instruments qui jouent, pas comme une fois là, une personne qui m'avait montré une varinette, mais là, il fallait chanter dedans, ça ne faisait pas pour moi ça. Moi il fallait des outils, des instruments qui jouent véritablement. Alors ma mère était du Muy, elle parlait toujours des tamourinaires parce qu'il n'y avait pas de tamourinaire à Barjol. Et une année pour Saint-Marcel, en 1924, on avait fait venir des tamourinaires. Moi j'étais émerveillé, bien entendu. Le lendemain de la fête, j'ai commencé à fabriquer. Alors le tambourin est formé de planches de 5 mm par vrai d'épaisseur. Alors elles sont tirées de plateaux de noyer ou de hêtre des fois. Après tirées d'épaisseur à 5 mm. Voilà. Alors, au niveau de la sculpture, ça se passe comment? Alors voilà, il y a des motifs qui sont larges, pas vrai, qui sont plus larges, comme ici par exemple. Et alors ces motifs-là, il y a soit des torsades comme ça, soit le motif comme ça, ou celui-là de motif. Il n'y a pas d'olive. Oui. Quel est votre outil principal pour la sculpture? Ah ben là, j'ai une centaine d'outils, des gouges, des burins, il y a des gouges minuscules, et même j'en ai eu fait avec des baleines de parapluie. Voilà l'outil qui nous permet donc de cintrer le bois. Le tambourin est maintenu avec ses cercles, comme ça il est serré, et il sèche arrondi. C'est un outil qui a combien d'âge, ça? Ça a bien 60 ans, ça. Vous les avez créés vous-même? Ah ben bien sûr. Alors la finale, le voilà ce tambourin, Monsieur Fabre, il est pratiquement terminé. Alors ça c'est le premier tambourin que j'ai fabriqué en 1926. Puis je l'avais prêté pour l'exposition de New York 39. Il est parti là-bas, il y avait la guerre, et le tambourin ne revenait pas. Et je ne pensais plus le revoir vraiment. J'ai dit, ce tambourin, je ne le vois plus. Il est revenu 9 ans plus tard, 9 ans presque jour pour jour. Alors cette passion finalement, cette passion des tambourins et des galoubets, vous avez fini malgré tout à la donner, à la transmettre à votre fils, vous en parlez. Je lui confie le travail délicat. Voilà, parce que maintenant, comme pour la sculpture, j'ai plus le coup de main, pas vrai, parce que les bras, j'ai plus la force, pas vrai. Alors ce que je tourne les galoubets, je lui confie le travail du sifflet, le travail qui est le plus délicat. Ah, joli celui-là. Joli, hein? Puis alors l'olivier, c'est autre chose, hein?